Yo la mif et bienvenue dans ce tout premier épisode des formats express. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que le format express, je vous conseille d'aller écouter le podcast précédent dans lequel je vous ai un petit peu tout expliqué, comment le podcast va changer, les choses que j'aimerais vraiment mettre en avant. Et aussi, ça vous permettra de savoir un petit peu pourquoi j'ai choisi cet album, pourquoi j'ai choisi cette chanteuse. Parce que pendant l'année du 23, il y a eu 5 albums en particulier. Et donc, si vous êtes curieux de savoir lesquels, vous pouvez aller écouter le podcast précédent. Et donc, cette année 2023, ça a été une révélation pour moi, en tout cas pour une artiste en particulier. Cette artiste, c'est PinkPantRess, avec son album Heaven Knows. Et je voulais un petit peu revenir sur sa carrière, mais surtout en me concentrant sur son album Heaven Knows, qui est sorti en fin d'année 2023, et sur les choses qui m'ont marqué, sur les anecdotes que j'avais envie de vous partager. Mais on va directement passer à la suite. Déjà avant tout, PinkPantRess, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chanteuse britannique, donc elle vient de Londres, et c'est une meuf qui a commencé sa carrière à peine en 2020, donc ça fait à peine 4 ans qu'elle a commencé, et elle a eu une technique, en vrai c'était plutôt ça que je voulais mettre en avant, c'est qu'elle a eu une technique intéressante, même si avec du recul ça paraît banal, parce que maintenant tous les artistes le font, on utilise TikTok comme un moyen de pouvoir se diffuser, et elle a choisi en tout cas de se dire que pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, je pense qu'elle avait commencé un petit peu en 2020, mais continué beaucoup plus en 2021, de poster en revenant des cours, donc des prods qu'elle faisait elle-même, des covers en s'inspirant de plein d'artistes qu'elle écoutait. Elle mettait du Linkin Park, du Crystal Waters dans toutes ses références, en tout cas pour créer les samples de ses musiques. Et on voit très bien que cette technique-là, en postant chaque jour, régulièrement, c'est pour au moins toucher quelqu'un. Elle se disait que ouais, je vais faire ça en espérant me créer une sorte de communauté. Et tout doucement, ça va se produire, les gens vont écouter, ils vont être intéressés, ils vont se dire « Ah, mais c'est intéressant ce qu'elle fait, pourquoi pas ?» Et donc, la communauté grandit. Et ce même groupe de personnes-là, ces personnes qui vont la suivre sur ses réseaux, sur son compte TikTok en particulier, parce que c'est sur ça qu'elle va plus se consacrer, elle va se dire que là, maintenant, je pense que je suis à un stade où les gens peuvent me suivre jusqu'à un projet. Je peux m'investir pleinement là-dedans. Et c'est ce qu'elle va choisir de faire en fin 2021. Donc ça fait à peine quelques mois qu'elle avait commencé son petit défi comme ça. Elle va se dire, je vais sortir mon tout premier projet. Et elle dit bien un projet et non pas un album parce qu'elle estimait que c'était pas encore suffisant pour pouvoir dire un album. Parce qu'un album, ça implique beaucoup de choses. Ça implique une directrice, ça implique un thème à suivre. Et on va dire qu'avec cette EP, elle va créer quelque chose d'assez intéressant. Ce sera aussi un petit peu sa manière de pouvoir se présenter au monde, de montrer de quoi elle est capable. Et son tout premier projet, qui sera un EP, s'appelle To Hell With It. Ce premier projet, To Hell With It, si je devais revenir sur plusieurs points, je pense que je commencerais tout d'abord par les prods parce que je trouve que déjà, pour un premier essai, pour une première tentative et aussi pour un moyen de pouvoir se présenter à l'industrie musicale de manière générale, parce que c'est quand même une carrière dans laquelle elle va vraiment s'investir, s'impliquer, être super précise, elle arrive avec un bagage en termes de références musicales très très précis. Et quand je vous dis ça, je le base beaucoup plus sur le fait que, en termes de genres musicaux, elle a vraiment plein de références, mais partout. C'est pas uniquement de la pop qu'elle fait, c'est aussi de la drum and bass, de la jungle, de la two-step. Elle se base aussi beaucoup sur le UK Garage et tous ces genres-là, c'est vraiment des styles qui sont très 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 associés à la scène londonienne. Et je trouve ça super intéressant que pour une chanteuse londonienne, parce qu'elle vient essentiellement de là-bas, elle se soit vraiment entourée de plein de gens qui ont justement ces codes-là, qui peuvent maîtriser ça comme elle le maîtrise très bien aussi. Et je trouve aussi que ce qui est intéressant chez elle, c'est que il va y avoir ces rythmes qui sont très rapides et qui vont vraiment devenir un petit peu la caractéristique principale de la musique de PinkPantRess. Quand tu écoutes les prods de PinkPantRess, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de dynamisme et c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et face à ces prods-là qui vont un petit peu créer le socle de sa musique, elle va aller piocher chez des artistes qu'elle apprécie, comme Linkin Park, Crystal Waters ou même les Sweet Female Attitude, qui est quand même un groupe londonien qui a grave fonctionné en tout cas au début des années 2000, qu'elle va utiliser d'une certaine manière et surtout utiliser un de leurs morceaux qui s'appelle Flowers pour faire son morceau Pain, qui est je pense l'un de ses plus grands morceaux, le plus réussi en tout cas de sa carrière et qui vraiment a réussi à toucher plein de gens. Et face à ces prods, face à ce dynamisme qu'elle met beaucoup en avant dans sa musique, j'aimerais bien quand même évoquer un point qui va quand même être assez intéressant chez elle, c'est que PinkPantRess, c'est une chanteuse qui a une recette très particulière dans sa musique, dans sa manière de créer et dans sa manière de chanter aussi. C'est qu'elle va associer des musiques qui sont assez enjaillantes, assez dynamiques, assez puissantes, face à des thèmes qui sont quand même assez tristes. Elle parle d'amour, de cœur brisé, de disputes avec ses amis, de problèmes familiaux, de son anxiété, mais avec une puissance très particulière. Et c'est pour ça que je vous dis que ma vision de To Hell With It, en tout cas de ce projet qui est quand même son tout premier jet dans ce milieu-là, en tout cas de la musique, c'est quand même
un côté assez particulier parce qu'elle va évoquer des choses qui sont très personnelles. Et c'est un move que beaucoup d'artistes vont vraiment avoir du mal à faire parce qu'ils se disent que, voilà, on va pas commencer à rentrer dans des détails qui sont assez poignants, assez personnels. Et pourtant, elle va choisir de le mettre en avant comme une sorte de journal intime. Et je pense que c'est ça aussi qui va créer une sorte de proximité entre les gens qui l'écoutent et elle, parce que du coup, c'est des thèmes qui sont assez faciles pour pouvoir s'identifier. C'est des choses que des gens peuvent vraiment vivre au quotidien. Et je trouvais ça super dingue d'avoir cet effet, d'avoir des prods qui te font vraiment oublier toute cette réalité-là. Mais pourtant, quand tu t'intéresses vraiment aux paroles, tu te rends compte à quel point t'as vraiment des sujets qui sont un petit peu lourds quand même, ou des choses qui sont un petit peu tristes aussi. Et c'est ça sa puissance. Et je pense qu'aussi, c'est une chose que j'avais vraiment beaucoup remarqué, en tout cas, chez une autre artiste qui va aussi utiliser ces thèmes qui sont très réalistes, qui était là, en tout cas, au début des années 2000. Parce que je vous dis, en fait, je pense que le thème principal de cette musique, comme je vous l'avais dit un petit peu avant, c'est les années 2000. Et Pinkpantress, elle va vraiment beaucoup utiliser des références, même qui viennent de Londres et qui viennent surtout particulièrement de cette zone-là en tout cas, mais qui sont quand même britanniques de manière générale. Elle va s'intéresser et s'inspirer d'artistes qui ont eu cette même façon de voir la musique et de voir leurs paroles. Et la chanteuse à laquelle j'ai directement pensé, c'est Lily Allen. Lily Allen, c'est une chanteuse britannique qui a grave fonctionné au début des années 2000. Et il y a surtout un projet en particulier, qui est son album, c'est son premier album d'ailleurs, qui s'appelle All Right Still, qui est sorti en 2006 et qui va aussi jouer sur ces thèmes très proches d'elle, proches de sa vie. Elle va raconter sa vie, ses problèmes avec les mecs, etc. Donc c'est vraiment des thèmes qui sont assez légers. Mais pourtant, elle va plus jouer sur une sorte de pop légère, avec un petit peu des mélanges de reggae. Donc voilà, c'est aussi ce même processus que Pinkpantress a eu. Et ça, c'est vraiment un pas en commun que je voulais mettre entre ces deux artistes qui sont pas forcément de la même génération, mais pourtant qui ont joué sur ces mêmes codes aussi. Et je pense aussi que de manière générale, au-delà des prods, au-delà des paroles, Pinkpantress, quand elle est arrivée avec To Hell With It, elle avait une idée bien précise de son univers. Elle avait un esthétisme qui était assez particulier et je pense que la chose qui le représente le plus, c'est sa pochette. Quand on regarde sa pochette, on peut voir beaucoup de choses parce qu'en vrai, je pense que c'est aussi un moyen de pouvoir évoquer plein de choses à travers une pochette parce que ça va être la première chose que les personnes vont voir. Ils vont essayer de détecter un petit peu l'univers de la personne, son esthétisme, les choses qu'elle veut vraiment mettre en avant, en tout cas de manière visuelle. Et cette pochette de ce projet en particulier, quand j'ai été un petit peu faire mes recherches, je me suis rendu compte qu'il avait été conçu par un photographe super connu, en tout cas dans le milieu de la musique, qui s'appelle David LaChapelle. C'est un Américain qui a collaboré avec énormément d'artistes. Tupac, Travis Scott, Doja Cat, David Bowie et j'en passe. Il y a vraiment plein de personnes avec qui il a travaillé. Et quand il s'est mis à travailler avec Pinkpantress pour confectionner cette pochette, ils ont vraiment fait un truc super particulier. Je pense que la force de David LaChapelle, déjà de manière générale, c'est vraiment de travailler avec des images qui sont assez particulières, avec des couleurs qui sont très vives et très très vibrantes. Et pour le cas de Pinkpantress, c'est quand même, d'une certaine manière, la pochette représente beaucoup de choses qui sont assez sombres. Mais malgré ce côté sombre, on la voit devant une maison qui paraît un petit peu hantée, elle qui paraît un peu perdue mais qui regarde au loin. C'est une ambiance qui est assez particulière et assez énigmatique aussi. Et malgré le fait qu'elle soit sombre, les couleurs sont très vibrantes. Il y a du bleu, du mauve, il y a plein de couleurs qui reviennent, mais malgré le fait que les tons soient quand même assez faibles, on est avec une chose qui est très très particulière et qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Et je trouve que cette pochette, elle représente beaucoup l'énergie de Pinkpantress, en tout cas dans ce côté très énigmatique, très fantastique aussi. Enfin, ça me donnait un petit peu cette impression-là aussi. Et je pense que ça, c'est qu'un détail parce que dans cette période-là, en tout cas de son premier projet, Pinkpantress, elle s'est un petit peu créé une sorte de personnage. Quand on la regarde, que ce soit par rapport à ses clips, comme Don't Just For Me, je pense que tout le monde a vu ce clip où on la voit sur un fond blanc, entourée de personnes qui la regardent comme si c'était un petit concert. Elle est déjà avec cette ambiance assez emo, assez gothique, assez grunge aussi, où on la voit dans un personnage très particulier. Et ça, c'est un point sur lequel j'étais choquée de voir son évolution, en tout cas par rapport à Heaven Knows, où elle s'est vraiment créée une identité associée à cette période-là de To Hell With It. C'est une ado qui raconte ses histoires de cœur, ses histoires avec sa famille, ses amis, etc. Il y avait surtout un morceau en particulier qui m'avait le plus interpellée, c'est le morceau 19, dans lequel elle parle de sa solitude, de sentir qu'elle fait pas forcément son âge, qu'elle a du mal un petit peu à passer de cette phase ado à adulte. Et ça, c'est aussi des thèmes qui reviennent beaucoup dans sa musique, et on l'entend beaucoup dans cette musique en particulier. And when I realize everyone's gone, but I still feel the same. I wasn't meant to be. Et donc déjà, de manière générale, quand on arrive dans To Hell With It, qui est la première étape et la première phase de Pinkpantress, parce que je vous dis qu'il y a plein de caractéristiques qui composent cette période-là, on est face à un univers bien défini pour une meuf qui vient à peine de commencer, que ce soit par rapport aux prods, par rapport à ses influences, par rapport à ses paroles aussi, où elle va vraiment trouver des choses dans lesquelles elle se sent vraiment à l'aise.
Et quand j'écoutais To Hell With It, j'étais un petit peu sur ma faim, surtout par rapport à un détail en particulier qui concernait beaucoup plus ses collaborations. Mais je pense que de manière générale, ça paraissait logique qu'elle va pas commencer à collaborer avec des personnes dans un premier projet dans lesquels elle parle de choses qui sont quand même assez intimes, assez personnelles. Mais en vrai, pendant la période qui va séparer son premier projet et son premier album, je vais être surprise des gens avec qui elle va collaborer. Elle va collaborer avec Sam Geliatri, qui est un producteur anglais aussi, qui est plus spécialisé dans la house, dans un morceau qui s'appelle Picture in My Mind, qui m'a grave fait apprécier l'ambiance en tout cas de la house et de Sam Geliatri. Elle va bien sûr aussi collaborer avec d'autres artistes, comme par exemple Muramasa, avec Lil Uzi Vert, avec Shy Girl, avec Skrillex aussi, ça c'est aussi un truc hyper étonnant. Mais je pense que l'artiste sur lequel je voulais vraiment me pencher le plus, c'est Baby Kim. Et ça, c'est plus un côté anecdotique que je voulais faire un petit peu par rapport à ces deux artistes-là. C'est qu'en fait, Baby Kim, sur son album The Melodic Blue, il a fait une chanson qui s'appelle Kill Streaks. Elle est avec PinkPantheress, mais aussi avec Don Toliver. Et la particularité de cette chanson-là, c'est qu'en fait, le refrain, donc le rythme qu'on va entendre quand Baby Kim va faire un petit peu le refrain de cette chanson-là, je m'étais dit, je l'avais entendu aussi dans une autre chanson de PinkPantheress. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, Baby Kim avait passé clairement la mélodie, le rythme qu'on peut entendre dans cette chanson-là, dans une autre chanson de PinkPantheress qui s'appelle Do You Miss Me. Et je m'étais dit, c'est super particulier parce que là, c'est vraiment un rythme qui est assez différent parce que les deux chansons n'ont pas forcément les mêmes prods. Celle de Baby Kim est assez particulière, c'est dans son style, c'est dans son registre. Mais dans celle de PinkPantheress, là, ce sera avec une prod de Kate Ranada. Et on va voir PinkPantheress dans une autre vision, dans une autre ambiance, dans un autre contexte musical. Et je trouve que c'est une musique qui est super intéressante parce que je me dis, vas-y, c'est un clin d'œil qui était quand même assez sympa entre les deux artistes. Maintenant, on peut enfin passer à Heaven Knows, qui est l'album dont je voulais vraiment vous parler. Mais je pensais quand même que vous parler des collaborations, ça pouvait être quand même assez pertinent parce que c'est un élément qui est super intéressant et qui va beaucoup revenir en tout cas dans mon analyse de cette partie-là de l'album. Parce que honnêtement, pendant ces 2 années qui ont séparé le premier projet, son EP et son album studio, il y a eu cette phase où elle a quand même collaboré avec beaucoup de personnes et je pense que ça forme un peu comme une sorte de transition douce parce que on l'avait pas beaucoup entendu avec des gens sur son propre projet To Hell With It. Mais Heaven Knows, c'est un stade complètement au-dessus. Elle a fait appel à plein de gens, que ce soit par rapport au featuring, que par rapport aux productions aussi. Elle a non seulement invité des gens comme Rema, Central C, Kelela, Ice Spice, mais même dans des compositions qui sont un peu plus discrètes. Il y a surtout un morceau en particulier que je voulais vraiment vous faire écouter parce que quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que là, non, il faut juste que vous écoutiez comme ça, vous avez un petit peu une idée et vous voyez de quoi je parle. Le morceau que je viens de vous faire écouter, c'est le morceau Feel Complete, qui est, je pense, à la fin du projet. Quand j'ai commencé à écouter ce morceau-là, j'étais en mode, mais attends, la mélodie, elle me dit quelque chose. J'essaie de deviner, je me dis, mais attends, ça me revient. Je regarde dans les crédits Oxlade. C'est super surprenant, parce que non seulement c'est une personne à laquelle je m'attendais pas de voir collaborer avec PinkPantheress parce que je me dis mais attends, c'est un registre qui n'a rien à voir, il fait de l'afrobeat, elle fait un mélange de plein de styles, mais en vrai pourquoi pas. Le truc c'est que la rencontre là qu'ils ont faite, ils sont posés dans un studio ensemble, ils ont fait ce truc là, je trouvais ça super qualitatif, le résultat donne super bien et c'est ça que je trouve super intéressant et que je voulais par rapport à PinkPantheress, savoir cette audace de vouloir se confronter à des gens qui ne font pas forcément ce qu'elle fait en termes de musique. Et même quand elle a sorti son morceau Another Life, qui est d'ailleurs le premier morceau de l'album avec Rema, je m'étais dit mais attends, leur complicité c'était fait, c'était évident, c'était normal qu'ils le fassent ensemble parce qu'on sent qu'il y a une énergie qui est très puissante et on voit qu'ils sont super complices dans la musique. Et évidemment, mis à part Rema
et Oxide, qui sont deux artistes nigérians que je m'attendais pas de voir sur ce projet-ci. Il y a bien sûr le morceau Nice to Meet You, qui pour moi reste un des meilleurs morceaux de l'album, que j'ai grave remarqué en tout cas quand j'ai écouté l'album, parce que je me disais c'est quand même un morceau qui est quand même bien fait. Mais pourtant, en regardant sur les réseaux, parce que je voyais un petit peu la vie quand l'album est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce morceau, qui disaient ouais mais pourquoi il est là Central C, ça fait tâche. Il y a même des gens qui ont fait un remix sans Central C, genre pour vous dire à quel point ils aimaient pas sa présence. Mais je me suis dit en vrai c'est légitime, pourquoi on veut le rejeter alors que le book justement ça a percé, le fait qu'il ait grave fonctionné avec un morceau, son morceau Obsessed With You, et qu'il a réussi à atteindre le niveau dans lequel il est maintenant, ben c'est un morceau qui est fait avec le sample de Pink Puntress, donc pourquoi pas. Enfin, faut voir le truc en mode c'est logique justement. Et ça, je pense parce que c'est genre les fans et qu'ils ont pas forcément l'habitude et que ils se disent que voilà, Pink Puntress c'est quand même une chanteuse de niche, pourquoi elle irait avec un mec qui fait du grime ou et genre peut-être que la connexion paraissait pas logique, mais moi je pense que c'est honnêtement non seulement un clin d'œil au fait qu'ils aient déjà travaillé ensemble, mais c'est aussi une connexion entre deux artistes qui viennent de Londres. Ils le font en famille, entre guillemets, genre ils font ça local. Mais je trouvais ça vraiment très intéressant comme collaboration parce que je me dis, Pink Puntress dans ce projet, cet album, elle s'est grave ouverte à plein de gens, mais elle a aussi fait des choix super stratégiques. Elle a collaboré avec Central C, avec Rema et Ice Spice, qui sont quand même des personnalités qui ont beaucoup d'influence et qui sont arrivées à un niveau où ils ont beaucoup de notoriété, donc ça lui donne quand même une certaine visibilité, même si elle veut pas forcément atteindre la fame comme elle le dit dans ses paroles. Mais je trouve que ça a été un move super intelligent de sa part, et même faire aussi appel à des artistes qu'on connaît pas forcément, qui sont plus des artistes de niche comme qu'il est là, c'est aussi avoir cette ouverture de se dire vas-y, je vais faire quand même des morceaux où je vais me faire plaisir et faire un truc super sympa, parce que bien sûr il y a le côté la stratégie de com, mais le résultat, en tout cas artistiquement, ça donne super bien. Et ça c'est par rapport au featuring, mais par rapport au prod. Et ça, c'est un détail que j'ai trouvé super intéressant, c'est que elle s'est entourée de plus en plus de personnes. Elle a collaboré avec Sam Geliatri, Muramasa, deux artistes avec qui elle avait déjà collaboré un petit peu avant, mais elle a collaboré avec Cash Cobain, qui est un producteur américain, je pense, avec qui je pensais pas qu'elle aurait pu travailler. Et je trouve que honnêtement, ça a été, je pense, la meilleure stratégie de Pink Puntress, ça a été la meilleure décision de mettre une importance sur les collaborations. Mais ça, en vrai, c'est qu'un détail. Je pense que la chose qui m'a le plus frappée, comme je vous avais dit par rapport à la pochette, c'est qu'elle devient encore plus chic, c'est une madame maintenant, elle est arrivée à un niveau où voilà, elle sait ce qu'elle fait. C'est que je trouve qu'en termes de visuel, elle a aussi fait un pas en avant. Les collaborations, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est produire un truc encore plus qualitatif. Et je pense que les choses qui le représentent le plus, c'est ses clips. Le premier clip que je voulais vraiment vous présenter, c'est le clip de Capable of Love, qui est un morceau que je trouve non seulement intriguant, mais aussi avec une ADN très particulière par rapport à sa création. C'est, je trouve, un clip que je trouve très cinématographique, qui me fait beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles, mais l'adaptation de Tim Burton, où elle tombe dans un trou, elle arrive dans une pièce avec des portes, etc. C'est un petit peu le côté Alice au Pays des Merveilles, un peu revisité comme ça. Et ça, je trouve qu'honnêtement, t'as eu un morceau qui est non seulement très rock, et qui a quand même on va dire un registre encore plus différent de ce qu'elle fait d'habitude, mais avec un clip qui est très énigmatique, très intriguant. Et je vous avoue que quand je l'ai écouté, j'étais pas forcément très fan, parce que je me dis, j'ai pas l'habitude d'écouter ça, mais avec le temps, avec du recul, je me suis quand même dit, je trouve que c'est quand même un morceau qui est très intéressant et qui vaut clairement la peine d'avoir sa place dans l'album, parce qu'il a vraiment une puissance différente. Il amène un truc qui me faisait grave penser à cette vibe très Avril Lavigne, très rock, mais des années 2000. Quand je vous dis qu'elle est très influencée par cette période-là, c'est qu'on le sent beaucoup. Et il y a aussi cette vibe dans le morceau Nice to Meet You avec Central C, où non seulement le morceau est quand même incroyable, mais le clip me donne grave cette vibe des années 2000. Surtout parce que je pense qu'à un moment, il y a un fond blanc et ça me fait grave penser à Disney Channel, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, t'as ce côté très années 2000 par rapport aux vêtements, par rapport aux chorégraphies, par rapport aux effets spéciaux. Vraiment, elle est très influencée par cette période-là. Elle le retranscrit énormément dans sa musique et dans ses clips aussi. Il y a aussi le morceau Mosquito qui me faisait penser à, voilà, c'est un petit peu un clip simple, en vrai. Genre, c'est plutôt le côté, je vais faire du ping avec mes potes, etc. et tout. Mais c'est avoir une ambiance et une ADN très particulière, qui reste quand même cohérent avec le reste des clips qu'elle a pu faire. Mais franchement, je trouve que c'était, en termes de visuel, un travail encore plus différent de ce qu'elle faisait d'habitude. Je vous ai dit, il y a eu plusieurs étapes. Et franchement, je pense que c'était vraiment l'étape nécessaire pour arriver à ce stade-là. Il y avait eu très peu de clips, en tout cas, pour son projet précédent. Mais là, elle est arrivée à un niveau où je me dis, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Et si elle continue à sortir des clips, je serai en mode oui. Parce qu'on a vraiment eu quelques visualizers là
pour Heaven Knows sur YouTube, mais c'était pas forcément suffisant. Moi, je me dis, les clips, je pense que c'est un peu le côté où tu peux vraiment te faire plaisir, tu peux faire des mises en scène, des effets spéciaux, des histoires, et on le ressent aussi beaucoup dans Capable of Love, où c'est vraiment ce côté très court-métrage comme ça, parce que malgré le fait qu'on l'entend juste chanter, il y a une ambiance particulière, et je pense que c'est ça qui va former tout son univers visuel, parce que, comme je vous avais dit, Pink Puntress, elle a eu 2 phases. Elle a eu sa phase emo girl, avec ses habits un peu grunge, etc. Mais là, je trouve qu'on arrive à une Pink Puntress qui est toujours dans cette personnalité très réservée, mais qui est beaucoup plus affirmée. Genre, elle est beaucoup plus épanouie, beaucoup plus femme, etc. Et on voit une évolution très, très visuelle et très physique aussi. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que je me disais, c'était un détail où j'avais pas forcément réalisé au départ, mais je me rends compte que c'était nécessaire pour montrer ce passage à une autre phase, à une autre personnalité. Et franchement, même si c'est une go qui au départ me mettait pas forcément d'explications, parce que j'aime bien aussi savoir ce que les artistes pensent de la création par rapport au clip, par rapport à leur musique, par rapport à leur prod. Au début, il y avait pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup d'interviews, etc. Elle était quand même assez réservée, en tout cas par rapport à son premier projet. Mais dans l'album Heaven Knows, elle s'est grave ouverte. En fait, je pense que le mot, clairement, de cet album, c'est l'ouverture. C'est d'avoir fait un pas vers les autres. Et elle le montre beaucoup en faisant des interviews chez Apple Music, avec Nadward aussi. Et franchement, il me fait trop rire. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, Nadward, c'est un personnage. Je sais pas comment ce mec, et c'est aussi un intervieweur, arrive à trouver des informations qui mettent les gens mal à l'aise, où ils se disent, mais comment tu sais des choses comme ça? Mais c'est juste un instant où genre ça fait juste rire. Parce qu'en fait, il est gênant, mais il est drôle. Mais je trouve que honnêtement, quand j'ai vu l'interview entre Nadward et Pink Puntress, c'était drôle, c'était vraiment drôle. Mais franchement, c'était vraiment intéressant de la voir s'ouvrir et de voir que voilà, elle se sent plus à l'aise. C'est quand même une go qui a tout plaqué pour vraiment s'investir là-dedans, et ça devient très très sérieux. Et on voit qu'elle a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de techniques qu'elle a par rapport, comme je vous ai dit, par rapport à son bagage musical. Elle a énormément de connaissances, en tout cas en termes de références par rapport à des artistes, des chanteurs, peu importe les styles. Et c'est vraiment une go très intéressante, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter, parce que je me suis dit, là, je vous ai quand même présenté des trucs par rapport aux collaborations, par rapport à son esthétisme, etc. D'un point de vue d'une artiste, il y a une évolution très, très intéressante. Et me dire clairement que ça fait que 4 ans qu'elle a commencé sa carrière, c'est choquant. Parce que je me dis, à quel moment, en 4 ans, tout peut passer aussi vite? Mais bien évidemment, elle a aussi joué sur TikTok, qui l'a grave aidée. Et je pense que c'est un petit peu cette génération de TikTok. C'est une go qui me paraît très réaliste, parce que elle ressemble beaucoup, même dans ses paroles, même dans les thèmes qu'elle va évoquer. Je vous ai dit, elle parle beaucoup d'amour, beaucoup de ses problèmes, de l'anxiété par exemple aussi. Et je pense que le morceau d'ailleurs qui représente le plus cette énergie-là, où elle parle beaucoup de ses sentiments, comment elle se sent par rapport à la fame, etc., c'est le morceau Feelings. Il y a une petite mention spéciale au fait que la prod, et ça quand je vous ai dit qu'elle était grave influencée par les années 2000, c'est que à ce point-là, je ressentais la vibe de Britney Spears, Rihanna dans le morceau Feelings. Mais je vais juste vous donner juste un petit extrait, comme ça vous avez un petit peu une idée, parce que je trouve que c'est un de mes morceaux préférés, et je me dis que franchement, c'est un travail super méticuleux. Mais là, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. Je pense que j'ai vraiment tout déballé par rapport à elle. Je trouve que c'est une artiste très talentueuse, très accomplie pour son si jeune âge. Je dis ça comme si j'étais vieille, genre. mais franchement, je suis choquée parce que je me dis, là, c'est un peu ce coup, genre en mode, c'est des go ou des mecs qui nous ressemblent, qui ont le même âge que nous, et genre je me dis que franchement son évolution a tellement été intéressante par rapport à sa personnalité, mais elle reste quand même très fidèle à ce qu'elle est, les thèmes qu'elle aime bien aborder, la musique qu'elle aime bien utiliser dans ses prods, etc. Parce que je vous ai dit que Pink Puntress c'était une chanteuse, mais c'est aussi une productrice qui arrive à avoir un détail tellement intéressant dans chaque élément qui vont composer ses prods. Et je pense que le truc que je kiffe le plus chez elle, c'est ses adlibs. Franchement, c'est comme des points de vie dans les jeux vidéo. Ça, je me rappelle, c'est parce que j'avais vu ça sur Twitter. C'était un mec qui disait, mais vraiment, c'est cette vibe-là. Tu te sens heureux quand t'écoutes un petit peu les adlibs de Pink Puntress. Elle arrive à un niveau surprenant aussi, et je vois que même par rapport à sa qualité de productrice, c'est un truc qui va même être remarqué, mais à grande échelle en vrai, parce que récemment j'avais vu qu'elle avait été récompensée de la meilleure productrice de l'année. C'est quand même fou.
Parce que quand je pense, les gens écoutent Pink Puntress, il n'y a pas ce côté, vas-y, c'est elle qui fait ses prods. Mais en découvrant qu'elle fait ses prods, c'est quand même incroyable. Tu dis que c'est elle qui confectionne des trucs qui sont quand même super précis. Et je pense que si vous avez l'occasion d'aller écouter ses prods toute seule, en enlevant la voix, je pense que c'est disponible d'office sur YouTube. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi qui font penser au côté très jeu vidéo, à très cette vibe qu'il y avait à l'époque, genre en mode, je sais pas, j'ai l'impression que je suis grave attirée parce que il y a ce côté très très éparpillé, mais pourtant il y a une harmonie incroyable avec sa musique. Et donc voilà, je pense que c'est un petit peu toutes les raisons pour lesquelles je voulais vous la présenter, parce que je trouve que c'est une chanteuse très surprenante. Et là, elle a surtout sa version de luxe qu'elle doit sortir depuis longtemps, et j'espère qu'elle va la sortir, parce que je suis curieuse de voir tous les snippets et les extraits qu'elle arrête pas de poster sur TikTok là. Mais non, franchement, je trouve que c'est une chanteuse qui vaut vraiment la peine d'être écoutée. Mais je vous dis quand même d'aller l'écouter, d'aller écouter ses projets, d'aller écouter ses singles aussi qui sont quand même assez intéressants. Il y a surtout un morceau en particulier que je vous conseille d'aller écouter, c'est Attracted to You. Là, je pense que j'ai suffisamment parlé. Ça m'a grave fait plaisir de me poser, de parler d'elle, de parler de sa musique, de parler d'autres artistes aussi, parce que j'aime bien faire des petites connexions avec des artistes qui font pas forcément la même musique qu'elle, mais qui valent la peine d'être présentés. Et j'espère que vous avez apprécié écouter ce podcast jusqu'à la fin. Peut-être que si vous êtes encore là, allez me donner de la force sur Instagram, parce que je compte encore sortir des petits posts comme ça et vous présenter des artistes, peu importe les styles, que ça soit l'afrobeat, rap, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez des podcasts, des chanteurs, des rappeurs dont je vous parle. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des suggestions, parce que je suis toujours curieuse de découvrir des nouveaux artistes, même des artistes qu'on connaît déjà, mais c'est toujours intéressant de les voir sous un nouveau jour. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, de me poser, de vous parler musique. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Et en tout cas, on se retrouve très très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Try again one day you'll see. Your hands under my pillow so I sleep. And I'm dreaming of you, leaving roses at my feet. I'm obsessed with you in a way I can't believe. When you wipe your tears, do you wipe them just for me?